Salut à tous, c'est Pixel en compagnie de Fabien. Voilà. Salut, ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps. Alors bonsoir à tous, bienvenue donc dans cette vidéo où on va donc décrypter ensemble tous les Marvel, mais qui commencent à se faire un petit peu vieux, l'air de rien, les Marvel qui sont sortis il y a une dizaine d'années maintenant, certains 12 ans pour les plus vieux. Hein. Il y en aura deux ce soir dont on va parler. On va faire donc dans l'ordre chronologique de sortie les Marvel du Marvel Cinematic Universe. On va pas parler de X-Men ou tout ça, puisque ça c'était côté Fox, et puis c'est pas encore relié au gros de l'univers Marvel au cinéma, ça viendra mais c'est pas encore le cas. On va juste vous parler donc de tous les Marvel du MCU dont on n'a pas parlé puisqu'ils sont sortis avant la création de cette chaîne. Alors comme je le disais aussi dans votre vidéo, manque de sortie cinéma. Forcément, ouais. Puisque là on parle de Marvel, toujours pas de Black Widow, rien de très excitant en fait finalement, et ce qui nous a un peu empêché de... Même nous on n'a pas vraiment envie d'aller au cinéma non plus on n'a pas vraiment envie de vous faire de la critique pour de la critique. Ouais. Concrètement moi c'est pas trop mon délire de vraiment... Faut quand même aller au cinéma, faut quand même avoir envie de base d'aller voir le film, oui, puis avant même d'en faire une critique, pour notre plaisir à nous au final. Avoir des vraies découvertes qui nous inspirent, enfin voilà, on n'est pas tout à fait là pour parler de ça, mais on va tout de suite ouvrir le bal. Pour commencer, donc ce soir, on va parler donc des 3 premiers films du Marvel Cinematic Universe, donc ce qui nous ramène, comme je le disais, à 2008, du temps où Disney pilotait encore presque à moitié les projets, hein. C'était pas tout à fait encore hyper coordonné pour les 3 films dont on va vous parler, et c'était les débuts, je dirais, affirmés, mais encore plutôt balbutiants du MCU au cinéma. Et donc sans plus attendre, on va vous parler de Iron Man, donc le tout premier Iron Man sorti en 2008, il y a maintenant 12 ans. Donc il fut réalisé par Jon Favreau. Tout à fait, voilà. Je sais même pas encore si à l'époque, je pense que oui, mais Kevin Feige, il était déjà le grand Manitou de toute cette organisation. À la base, l'idée du Marvel Cinematic Universe, ça vient de lui. C'est son petit bébé. C'était lui, cette envie de créer en fait un univers partagé avec Marvel. Ils avaient d'abord tenté le coup avec Iron Man en faisant plutôt des films plutôt solo, avec Iron Man, Hulk et Captain America, voir si la sauce prenait. Après, il y a eu Avengers, et à partir d'Avengers, là, on a vraiment commencé à relier les univers. J'ai l'impression que moi, qu'à partir du moment où il y avait Captain et Thor, c'était dans la boîte, quoi. Ouais. C'était bon. C'est vraiment le succès d'Avengers plus tard qui a vraiment confirmé la tendance, quoi. Eh ben, vas-y, parle tout de suite d'Iron Man, je te laisse la parole, moi je te suivrai après. Bien. Bah, moi, j'en avais parlé lors d'une critique écrite, du coup, en fin d'année dernière, du coup, où j'avais fait un petit peu mon bilan aussi de Marvel. Et ça tombe bien parce que j'ai revu Iron Man cette semaine. C'était même pas prévu, mais complètement par hasard. Et au final, Iron Man, moi, ça fait partie des bons Marvel. Je trouve, du Marvel Cinematic Universe, qui démarre en grande pompe, on va dire, qui a redémarré la carrière de Robert Downey Jr., qui a su vraiment... C'est là où, mine de rien, chez Marvel, ils ont tout de suite compris quel casting était le bon, ce qu'on avait parlé par exemple sur la critique de Endgame. Sur Iron Man 1, je te fais juste une petite parenthèse, il n'y a pas Don Cheadle au début sur le Colonel Rodd. Ouais, donc ça c'était bon. Tu vois encore au début. Mais je te parle juste le rôle principal de. Voilà, mais tu vois très nettement qu'au début, il y a quoi, le gros du casting dans Iron Man 1, c'est quoi? C'est Robert Downey Jr., Pepper, mais même Pepper, tu sens que dans le premier, elle a pas une grande importance. Gwyneth Paltrow, non, c'était assez léger. Et puis c'est Nick Fury à la scène post-générique dont on reparlera peut-être un peu après, voilà, mais sinon ça tenait sur mais si on parle juste du personnage principal, voilà, le casting était vraiment excellent. À l'époque, on s'en rendait pas forcément compte. Mais je trouve qu'il va s'affirmer plus par la suite, moi. Évidemment, parce que même à l'époque, le grand public ne connaissait pas forcément à fond Robert Downey Jr., ne connaissait même pas Iron Man, puisque Marvel, c'était à l'époque, surtout entre les années 2000 jusqu'à... En fait, on sortait de Spider-Man l'année précédente. On sortait surtout de Spider-Man qui était beaucoup plus connu, de X-Men, petit peu les 4 Fantastiques. Au cinéma, c'était que ça, Marvel. C'est ça. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il y avait Ghost Rider qui s'était planté. Voilà. Mais on attendait vraiment du nouveau, du renouveau. Donc c'était fort quand même de lancer le MCU avec ce personnage. Alors moi je trouve quand même que c'est un peu tôt pour parler de renouveau avec le premier film du MCU, surtout qu'à l'époque on était encore, comme je vous le disais, assez hésitant quant au fait de savoir à quelle fréquence on allait avoir des films, quand est-ce que les personnages allaient se mélanger. Tout ça était programmé mais pas encore acquis, alors que maintenant... il y a encore quelques années, on savait qu'il y avait 3 Marvel par an, que tout le monde se mélangeait, que dans Thor, t'allais voir Doctor Strange. Moi, je trouve que le film est sympa, mais pas mal, quoi. C'est un galon d'essai. La sauce a bien prise. T'as quand même peu de Iron Man dans le film. Quand je veux dire, le costume, c'est vraiment sur la dernière demi-heure, 3/4 d'heure, que le personnage vraiment devient l'homme de fer. Donc c'est quand même, c'est un peu long.
disons que pareil aussi en 2008, quand même, vous avez l'année magnifique avec The Dark Knight aussi qui a été proposée. Est-ce que c'est pas la première année de Kick-Ass aussi en 2008, je me demande, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus, c'était l'année d'après ou 2010, je sais Ouais, plus. Enfin voilà. Donc il y a quand même des essais de super-héros et je peut-être être un petit peu à contre-courant, mais je trouvais qu'Iron Man était loin d'être le truc révolutionnaire, tu vois. Avec Obadiah comme méchant, qui, plus je le vois, plus je me dis que c'est intéressant, mais sur le moment, je me disais, ouais, un mec qui se costume en robot et puis qui bat un oui, qui en en fait, robot. il voulait juste on était vraiment sur cette ère, tu vois. Pareil, que tu dis l'année d'après, t'as Avatar qui éclipse totalement des films comme Iron Man, je suis désolé, mais c'était un début. Moi, je l'ai pas vu au cinéma, hein, puisqu'on avait 12 ans à l'époque, donc j'ai commencé à voir les films, on en reparlera pour Thor, mais voilà, je trouvais que c'était pas insignifiant, mais c'était encore vraiment fondu dans la masse malgré tout, et que c'est vraiment, comme je t'ai dit, la réussite sur le long terme, la durée. Bien sûr, de toute façon, c'était que le début. Pour moi, c'était vraiment, ils ont versé la pâte, mais le soufflet était encore loin d'être démarré, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment, moi j'ai découvert vraiment tardivement. Il y avait ces parallèles faits avec, tu sais, la guerre en Irak ou en Afghanistan, voilà, avec Barack Obama, tout ça. Il y a des parallèles intéressants, mais on peut le dire aussi, il y a quand même un Iron Man qui, au fil du temps, se montre assez édulcoré, hein, parce que dans les comics, il est vachement bourré, non-stop, alcoolique. Bon, après, ça va peut-être un peu plus se développer sur la fin du MCU, tout ça, avec ses paniques, ses craintes, ses angoisses, sa folie. Après, tu vois, mine de rien, quand même, déjà dans le premier Iron Man, au bout de à peu près 20-30 minutes de film, on te montre quand même que le mec, il est pris en otage avec un AK-47 sur la tempe. Donc... Ça, c'est impressionnant, je suis d'accord. Voilà, c'est la partie vraiment, comme je dis, très réaliste, américaine du film, où on te montre voilà, la menace étrangère. Ça se fait plus trop maintenant d'ailleurs, ce genre de film, enfin beaucoup moins avec Trump, où on a plutôt tendance à critiquer justement ce côté impérialisme américain, militarisé, homme, tout ça. Alors que là, on vous montrait vraiment, puisqu'on était post-2001, on va dire, justement les menaces terroristes, groupuscules extrémistes, tout ça qui planait encore. Et voilà, c'est pour ça que je te dis, ça fait aussi partie presque d'une autre époque maintenant, que ça vieillit ces films-là. Tu regardes le film aujourd'hui, il y a... Tu referais Iron Man maintenant, on le ferait certainement pas de la même façon. C'est clair, parce que les codes ont changé, l'histoire a changé. Le public aussi attend autre chose. Mais voilà, c'était une bonne introduction, une bonne entrée en matière dans le MCU, et surtout forcément, on va dire, ce qui est devenu la patte des films Marvel qui ensuite a vraiment commencé à hyper les gens, c'était l'apparition de Nick Fury à la fin, avec je viens vous parler du projet des Vengeurs, et là t'as tout le monde en mode oh mon dieu, on va avoir un vrai crossover de plusieurs héros qui a marché. À l'époque on s'en doutait pas encore énormément, on se disait oui, voilà, intéressant, mais t'as plein de films maintenant, et même... Enfin, avant, maintenant, il y a quelques temps, vous avez plein de films qui tissent des suites hyper alléchantes qui n'ont pas réussi. Donc, on attendait de voir. On ne peut pas dire en 2008 qu'on se dit ah tiens, ça y est, il va y avoir Thor, il va y avoir Hulk. Mais c'était la première fois, tu vois, qu'on avait une vraie réunion comme ça. Il y avait l'idée, mais voilà, on savait que... C'était intéressant, et au final, plus tard, ils réussiront à concrétiser cette réussite. Ce joli rêve. Et donc, dans la même année, film venant d'un studio totalement différent, il me semble que le premier Iron Man, c'est Paramount, je crois. Et donc là, on part maintenant chez Universal, me semble-t-il, avec l'incroyable Hulk en 2008, qui ne va pas du tout faire directement référence à Iron Man, si ce n'est... alors Hulk n'a pas de scène post-générique encore, mais la dernière scène est bel et bien une scène où Tony Stark va débarquer dans ce bar avec donc le pseudo méchant du film, un des méchants secondaires, Général Ross, qui a complètement échoué sa tentative de capturer Hulk. Donc Hulk, on va reprendre le pitch, donc on est vraiment dans le même univers qu'Iron Man, même si les deux films sont pas vraiment encore connectés. On a Edward Norton, on n'a pas encore Mark Ruffalo en 2008, et après je crois qu'il y avait des différences, qu'Edward Norton est un mec quand même qui a assez de... Je pense que c'est un peu monsieur je me la pète, très égocentrique à mon avis, même si c'est un excellent acteur. Il n'a pas trop kiffé, je pense, les contrats avec Marvel, et ça n'a pas été un tournage, je pense, des plus faciles. Enfin voilà, en tout cas j'en sais pas plus que ça, mais je sais que ça a frité, je crois, à un moment donné. Et donc l'histoire, c'est celle de Bruce Banner, voilà, qui essaye d'étudier les radiations gamma pour des recherches médicales, des trucs comme ça. Et il fait des expériences sur lui-même, ce qui malheureusement dégénère, et l'armée veut récupérer son corps afin d'en faire une arme biologique. Et lui, il fait tout pour ne pas se transformer en Hulk et échapper à l'armée américaine qui le poursuit à travers toute la planète. C'est ça. Voilà. Est-ce que je peux commencer sur mon avis ? Vas-y. Bon, j'aurais pas grand-chose à dire sur l'incroyable Hulk, parce qu'il il fait partie, si tu veux, vraiment, je crois que c'est peut-être même le seul film qui officiellement fait partie du MCU, mais moi, de mon côté, je peux ne pas le voir. Totalement écarté. Et au final, ça a quasiment aucune incidence, en fait. C'est presque Steve Biden.
Oui et non, hein. Le Général Ross, on le retrouvera quand même de ci, de là. On va le revoir dans Black Widow également. Donc Général Ross Ouais, mais bon. et le personnage de Hulk, même s'il est totalement différent, c'est deux Bruce Banner de Hulk, hein, clairement par rapport à Mark Ruffalo et Edward Norton, c'est vrai qu'ils sont très déconnectés. On a quand même l'apparition de Tony Stark à la fin qui vient quand même affirmer que oui, ce film est quand même dans un connecté. on est dans un... Ce film ce n'est pas une suite d'Iron Man, mais c'est un film connecté. Donc ça quand même, voilà. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que c'est pareil, c'est exactement le même stade qu'Iron Man, c'est encore très hésitant. Hulk, c'est un personnage qu'on connaît un peu mieux parce qu'il y a eu la version d'Ang Lee auparavant, mais qui a été pas terrible, hein, vraiment, c'est un succès très mitigé, je crois. La critique était très mitigée aussi, mais c'est quand même un personnage qu'on reconnaît un petit peu plus qu'Iron Man sur le grand écran. On connaît un peu le truc, c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, hein, Hulk, c'est complètement ça, avec Bruce Banner qui est un scientifique gentil, discret, timide, pas du tout combatif, hein, vraiment très sympa, et qui fait tout pour ne pas se transformer en cette brute totalement incontrôlable que devient Hulk, avec la radiation gamma qui a empoisonné son sang. Alors moi je trouve que l'histoire, le point de départ et tout, voilà, on va assez vite pour comprendre que ça y est, on n'a pas besoin de vous montrer l'origin story de Bruce Banner, il est déjà Hulk, parce qu'il y a déjà eu un film qui l'a montré auparavant d'ailleurs. Donc Louis Leterrier, réalisateur français, Cocorico, s'en sort pas trop mal à ce niveau-là. Après c'est un film qui je trouve manque peut-être un petit peu de moyens au niveau de sa mise en scène et de son spectacle. C'est pas vraiment superbe, je trouve, le film Hulk. Moi j'en garde un souvenir au final assez terne en fait. Iron Man était un peu pareis sur ses premières scènes d'action. Dans la colorimétrie, en fait, dans la mise en scène, dans la réalisation en général. Moi j'ai pas de gros... si ce n'est peut-être un peu l'Abomination. Qui m'avait un petit peu marqué. Ouais, un peu plus hypé parce que c'est le final, mais il y a quand même une grosse volonté de garder Hulk très secret et très caché pendant une bonne heure de film quasiment. Hein, donc, Et par exemple, la scène qui se passe au Brésil, je crois, où ils sont dans une sorte d'usine, Hulk, tu le vois vraiment comme une masse qui va attaquer en fait les sortes de militaires, là, mais pendant longtemps, on le voit pas en entier. On le voit derrière un baril, on le voit caché derrière une grille, filmé très serré pour qu'on voit que ses yeux. C'est vraiment cette volonté de pas trop le montrer, ce qui est quand même assez intéressant parce que du coup ça joue presque un peu sur des codes d'horreur, d'angoisse, et justement c'est ça qui fait aussi que le film a sa propre identité. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas un film extraordinaire du tout, mais justement c'était pas encore associé à la formule Marvel qui ensuite s'est répétée. C'est un film qui a beaucoup moins d'humour, c'est certainement le moins marrant de tous les Marvel. De toute façon, pense qu'on est d'accord là-dessus. Quand tu regardes, en fait quand tu parles du postulat on va dire de l'humour chez Marvel, ça a commencé à s'insérer surtout à partir de la phase 2 en fait. La phase 1, on n'avait pas encore... Moi je dirais à partir de Thor et Captain surtout. Enfin Iron Man 1 et 2 déjà un peu, mais Thor et Captain c'était vraiment... Ah s'il y en avait, il y a de l'humour dans Thor. Un petit peu, Thor tu te marres bien quand même. Un petit peu, mais pas autant qu'on a eu après dans les futurs Marvel, tu vois. Je pense que dans la phase 1, c'était pas totalement la direction. Même Iron Man, il y a quand même les vannes. Bon après Iron Man c'est plus de l'humour, voilà. Mais c'était plus des vannes, c'était pas vraiment du comique de situation comme on retrouve chez les Gardiens ou comme on a retrouvé dans la plupart des Marvel récents. Hulk, moi je pense vraiment que c'est pour ça que tu le sens en dehors, c'est parce que le ton du personnage et du film est vraiment dans le... C'est vraiment le gars, tu te sens mal pour lui, il vit comme un paria en dehors de la société, il est pas du genre à faire des vannes, il a dû se séparer de sa copine qui est jouée par Liv Tyler, et je trouve d'ailleurs, juste pour une petite parenthèse, que c'est un des meilleurs couples du MCU, et c'est tellement dommage qu'on n'ait pas retrouvé Liv Tyler parce qu'on a des scènes presque érotiques, vraiment très, très collé serré on va dire. Il y a une scène où il manque carrément de faire l'amour et il se calme au dernier moment parce que s'il se transforme en Hulk, mais je trouve que c'est un très bon dilemme ça tu vois dans le film et que ça vient apporter justement la musique est plutôt rassurante, un peu froide, tu sens que c'est un film presque triste des fois Hulk, et c'est ça que j'aime beaucoup, tu vois. Sans que ce soit encore un film exceptionnel, on voit tout de suite une grosse différence de ton entre Iron Man et Hulk, et c'est malheureusement quelque chose qui, je trouve, n'a pas été retrouvé à partir du moment où on a eu Mark Ruffalo, qui est devenu la grosse tête et le personnage Hulk marrant, tout simplement, et plus le personnage Hulk torturé et bourrin. Et mine de rien, quand même, ça reste un personnage qui est très important dans les comics, et au final, quand je repense à tous les films où il est apparu, il a eu un développement intéressant, par exemple dans Avengers 2 avec Black Widow, mais qui n'a même pas été aussi exploité que ça, et au final ça reste un personnage en demi-teinte. Même si il est différent par rapport à du coup, l'interprétation d'Edward Norton, qui pour le coup je trouve n'est pas très marquant, puisqu'on n'a pas pu le voir se développer davantage. Il était bien, en Bruce Banner il était très très bien. Ouais, Edward Norton, c'est pareil, ça fait partie de ces acteurs qui jouent très rarement mal. Je vois pas un film où Edward Norton est quand même une très bonne valeur. Et j'aurais bien aimé moi le revoir, parce que surtout tu vois qu'Edward Norton, contrairement à Mark Ruffalo, il est chétif, il est extrêmement maigre. Je te dis, il a cette petite tête un peu de premier de la classe
gosse un peu laissé à l'écart, tu vois. Et t'as la dualité vraiment là entre les deux, entre Bruce Banner. Et cette dualité va un peu se perdre pour se retrouver un peu dans Thor Ragnarok beaucoup plus tard, mais va se perdre au fil du temps et tu vas finalement voir que oui, Mark Ruffalo fait un excellent Hulk aussi, mais qui n'est pas du tout le même que celui qu'on a découvert au début. Et si on peut parler du coup de l'Abomination, ça tease un peu pas mal de choses ce film, parce que ça vous tease Captain America, puisqu'on parle de l'Abomination qui s'est fait injecter le sérum du super soldat, en tout cas une variante. Donc on sait très bien à partir de ce moment-là qu'on est aussi dans le même univers que Captain America qui va arriver plus tard. Et l'Abomination, donc, qui est un méchant qui n'a pas été tué par Hulk. Je crois qu'il faut regarder peut-être les agents du Shield pour savoir ce qu'est devenu l'Abomination. Il est cryogénisé, enfin voilà. Et puis, bien sûr, vous avez cette scène qui n'est pas une scène post-générique, mais qui y ressemble. Je vous en ai parlé tout à l'heure, donc où il y a Tony Stark qui vient, après l'échec de Thaddeus Ross, lui dire qu'il faut arrêter ses conneries, et puis qu'on va faire une équipe d'Avengers, et il faut arrêter de traquer Hulk et de faire des conneries, quoi. Voilà. Ce qui vient encore confirmer un peu plus, du coup, l'idée des Avengers qui, à ce stade-là, après Hulk, commence un peu à se préciser. Tu dis, il y a un film Iron Man, il y a un film Hulk où on parle de Captain America, du super soldat, tu vois Tony Stark à la fin, et ça vient de dire, ouais, on cherche des mecs. Là, à partir de Hulk, ça sent bon. Là, c'est clair que là, forcément. Petit, On passe à Iron Man 2 On passe à Iron Man 2. Iron Man 2... Encore une fois réalisé par Jon Favreau. Alors ouais, on va conclure cette vidéo sur celui-là avant de passer aux 3 prochains pour la prochaine. Ça va être certainement des 3 films celui que j'apprécie le moins. Pareil. Pour ma part. Pareil, pour moi ça fait même partie, je pense, des 3-4 Marvel les plus faibles en fait de tout le MCU. Je ne serai pas jusque-là, mais je le trouve oubliable, moyen. Je trouve vraiment parce qu'en fait, on est sur une suite qui malheureusement ne donne pas assez d'importance à ces méchants notamment, ce qui est un problème qu'on retrouve dans la plupart des Marvel. Je trouve réellement les méchants nuls à chier, hein, faut dire ce qui est. Voilà, donc les méchants vraiment qui étaient nuls à yesh, pas intéressants. Je dirais quand même juste, j'aime bien Hammer. Parce qu'il a ce côté rigolo, méchant secondaire pourri, tu vois. Ouais, mais au final, il est absolument pas marquant. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il sort une phrase à la fin, bateau, ouais, je vous retrouverai. Non, pas du tout, mec, personne ne. Oui, mais voilà, mais tu vois, c'était un gros méchant Osef. Il y en a plein d'autres des méchants Osef qui vont suivre dans les films dont on parlera. Oui, mais je te dis, ça reste un défaut qu'on retrouve chez les Marvel. Exactement. Et au final, le film, même s'il installe quelque chose d'intéressant, notamment par rapport à Tony Stark qui retrouve la mallette de son père, qui crée un nouvel élément, etc. Ça, ce côté-là était sympathique. Mais les Marvel, c'est bien aussi par rapport aux méchants, aux antagonistes, ce qu'ils peuvent apporter aux héros, ce qu'ils peuvent combler comme défauts, etc., pour le faire avancer dans sa quête de personnalité, etc. Il y a quand même une tentative de remise en question dans le film. Tu vois Tony Stark complètement se laisser aller, se demander quel est son héritage, qu'est-ce que son père a pu faire pour le sauver, ou pour essayer de lui transmettre l'énergie de demain qui va lui permettre de guérir. Enfin, il y a plein de problématiques, mais je trouve que c'est vite rendu aux F. Il n'y a pas forcément autant de danger que dans le premier où il était pris en otage dès le début. Enfin, on sent beaucoup moins de tension, c'est plus une suite un petit peu. En plus, elle a été faite très rapidement puisqu'elle est sortie 2 ans après le premier film. Donc, à peine le premier film était sorti, qu'ils étaient certainement déjà en train de pré-produire et de commencer le tournage de l'autre. Donc ouais, peut-être une suite un peu opportuniste, un peu rapide, mais qui devait quand même amener à développer Tony Stark. Mais qui, par contre, était intéressante parce qu'elle nous introduisait le personnage du coup de Black Widow, donc Natasha Romanoff. Tout à fait, on avait davantage de Nick Fury aussi, qui commençait à prendre une place plus importante. Là, il est vraiment dans le film, là, il est vraiment à partir du milieu de film. On avait aussi un petit peu la romance avec Gwyneth Paltrow aussi, qui était un petit peu plus développée. Elle arrive qu'à la fin. Voilà, on avait Rod aussi, du coup, qui détenait du coup sa propre armure aussi, de ce côté-là. Et puis on avait aussi, par rapport à cet univers connecté, la scène post-générique, du coup, avec... ça, je m'en souviens pas, c'est quoi ? C'est la scène de Phil Coulson qui arrive au Mexique. C'est Thor, ouais. Et nous l'avons trouvé. Voilà, et qui nous l'avons trouvé, et qui parle en fait du marteau de Thor. Donc voilà, c'est comme ça ce petit build-up petit à petit. C'est vrai qu'on a aussi Phil Coulson qui apparaît au milieu du film, qui tease déjà Thor aussi, qui dit ouais, j'ai d'autres choses à faire, faut que j'aille voir au Nouveau-Mexique, c'est le bordel. C'est les événements de Thor qui enchaînent direct après Iron Man. C'est ça, donc ce côté connecté était intéressant, mais si on prend le film en lui-même, vraiment brut de décoffrage, il était clairement en dessous du premier Iron Man et... même en dessous de Hulk, ce que je te disais, c'est... les questions sont plus ou moins profondes, mais c'est assez creux finalement. Même le méchant, je trouve qu'il est potentiellement intéressant. Je me souviens quand on le voyait dans la bande-annonce en train d'interrompre le grand tour de Monaco avec ces espèces de fouets électriques, je me disais putain, il envoie du bois, on a Mickey Rourke.
Et vous avez vu, enfin le combat final, je vois pas tripette quoi, je suis désolé, mais putain, on combat des drones, et un coup sur Mickey Rourke et sa putain d'armure géante, et terminado quoi. C'est ça. Donc on est encore loin à cette étape, et c'est un peu pareil, le combat contre l'Abomination et le combat contre Obadiah n'étaient pas fous non plus. Hein. On n'en a pas parlé. Je trouve qu'il y avait un peu plus de tension quand même. Tu sentais plus Tony Stark en danger dans Moi je trouve qu'à partir de Thor et de Captain America, et encore Thor ça peut se discuter, on a des vrais combats finaux qui sont beaucoup plus intéressants, plus intenses, avec plus d'émotions, de drame. Mais par contre les combats finaux de Iron Man 1, 2 et Hulk t'en bats un peu les couilles, hein, franchement on va pas se mentir. Et sinon le reste du film, pareil, c'est encore un film je trouve, on voit fort peu Iron Man ma foi, hein. C'est beaucoup de Tony Stark. Je comprends l'intention de vouloir utiliser ça, mais pour le coup je serais beaucoup plus rassasié, par exemple j'en parle un peu déjà dans Iron Man 3, où on a un éventail d'armure génial qu'on va poursuivre après dans Avengers 2, enfin je trouve que là, encore une fois, on met du temps vraiment à rentrer dans le personnage. On a beaucoup de Tony Stark, mais on a beaucoup de Tony Stark qui fait des recherches, des études, des trucs scientifiques, machin, qui discute avec Jarvis, qui engueule ses robots, là, le débile et tout. Je fais, ouais, ok, mais c'est vraiment les bases d'un truc qui a du mal à partir encore, je trouve. Hein. Et on vous en parlera la prochaine fois, mais pour moi, c'est vraiment plus à partir de Thor Captain, que là, on a aussi des gueules vachement charismatiques dès le départ, parce que Tony Stark est très bien Robert Downey Jr., mais je trouve que Chris Hemsworth et puis Chris Evans imposent tout de suite leur personnage dès le début, que comme je te dis, moi il me manque encore 2-3 petites choses dans Iron Man 1 et 2 que Robert Downey Jr. apportera plus tard en fait, tu vois. J'ai pas eu ces problèmes là avec les autres acteurs, avec aucun autre acteur du MCU, tu vois. Paul Rudd pour Ant-Man, Benedict Cumberbatch pour Doctor Strange. Tout de suite, dès que je les ai vus, il s'est passé un truc, ils ont incarné le personnage. Tony Stark, c'était vraiment un retardement pour Robert Downey Jr., j'ai trouvé. Hein. Il fallait du temps. Dans le temps, les gens s'y habituent de plus en plus. Et, tu vois, Pepper, c'est qu'à la fin du 2 qu'il la chope, alors qu'il l'a séduit depuis au moins la moitié du premier film. Voilà, c'est long, c'est vraiment long, je trouve. Ouais, mais bon. Alors, on a une grande arrivée, je trouve, de Romanoff, comme tu le disais. Ouais. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle dans ce film. Je trouve qu'elle n'a jamais été aussi belle, Scarlett Johansson, que dans celui-là, quand elle va casser la gueule à tous les mecs pour aller essayer de choper Anton machin, là, Vanko, là, je sais plus comment il s'appelle. Ivan Vanko. Mais ouais, franchement, c'est bien. Il y a Don Cheadle qui vient, mais c'est un peu long tout ça. Et c'est pas un méchant formidable, encore une fois. On en est au 3e film. Et les méchants, c'est long. On savait qu'ils voulaient peut-être pas faire des méchants hyper lourds comme Loki dès le départ et qu'il faut attendre Loki et Crâne Rouge pour avoir vraiment de la gueule et des méchants badass qui foutent la trouille. Mais c'est un peu long, quoi. 3 films, 3 ans pour arriver à du résultat. C'est vraiment, encore une fois, comme on vous dit, pour moi, les fondations de l'univers et pas encore vraiment encore une fois, c'était les balbutiements du début du MCU. Donc, c'est ça qui me fait marrer, encore une fois, je le précise, quand on dit, ouais, DC Comics et tout, c'est de la merde, les premiers films, ils n'arrivent pas à créer un univers. Les gars, ce que je vous disais, Iron Man 1, 2 et Hulk, c'était pas des grands films non plus, hein. C'était pas exceptionnel, c'était pas waouh, tu ressortais pas de là en te disant putain vivement l'année prochaine qu'on aille voir la suite et tout, t'attendais un peu en disant je sais pas ce qu'ils vont faire, on verra bien où ça va, mais t'étais pas comme un dingue en mode je veux une suite, moi je suis même pas allé les voir au cinéma tous ces films, donc c'est vous dire. C'était pas encore assez populairement parlant intéressant je pense, mais bon, j'en ai fini moi sur Iron Man 2. Moi aussi. Voilà. Terminé. Quels seront les 3 prochains films, Fabien, que je me trompe pas? Eh bien le prochain film ce sera donc de Thor, Captain et Avengers. Thor, Captain et Avengers. Donc, ça va commencer à devenir plus intéressant. Là. Voilà, qui concluront du coup la phase 1 du MCU. On se retrouvera donc la prochaine fois pour parler de ces 3 films. Voilà, à bientôt Fabien. Check de coude. Bye. Allez, bye. À la prochaine et salut à tous. Ciao.